Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Cultiver la biodiversité, série spéciale Semences paysannes du monde, épisode 9. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Semences paysannes du monde. Cette série, réalisée en partenariat avec le CCF des Terres solidaires, et enregistrée à l'occasion des rencontres internationales des semences paysannes à Antibes en octobre 2024, nous embarque dans un tour du monde des combats pour le maintien de la biodiversité cultivée et des semences paysannes. L'occasion d'avoir un aperçu de la gestion des semences, mais aussi du système agricole de plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, c'est Melissa Shader qui interroge Haider Zamil, cofondateur de l'organisation Djouz et Nahel en Irak. Merci à Sakar pour la traduction. Bonne écoute. Bonjour Haider et merci de nous donner de ton temps pour cette interview pour le CCFD. On voulait absolument faire une interview avec toi pour connaître un peu plus ta structure, ton association. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton association s'il te plaît? Bonjour, je suis très content d'être là avec vous et je vais parler un peu de moi et mon organisation dans quelques instants. Je m'appelle Haider Zamil, I'm from Iraq, exactly from le capital, Bagdad. Je suis pas paysan, mais je suis un artiste qui est intéressé des questions agraires avec une perspective de souveraineté alimentaire en tant qu'activiste politique et en tant qu'activiste politique dans un pays où les questions alimentaires sont centrales et en tant qu'un activiste politique aussi qui a une perspective progressiste et des gauches. Donc les questions de souveraineté alimentaire est centrale dans mon activisme. Je suis donc un des fondateurs d'une organisation locale qui s'appelle Djouz et Nahel et on travaille dans les questions de souveraineté des semences et aussi des productions des savoirs autour de l'agroécologie et l'agriculture paysanne. Et on est en train de faire des initiatives, des productions, des articles et des vidéos en arabe pour vulgariser les questions à l'échelle du pays. Et du coup, ces vidéos-là, vous les préparez de quelle manière et elles sont à destination de quel public? Principalement, on cible les paysans et les petits paysans en Irak et notre savoir a été construit en basant de plusieurs partenariats avec des acteurs régionaux. L'organisation est très neuve, elle est pas très ancienne, donc on apprend des organisations par exemple qui est basée au Liban, qui ont travaillé pendant plusieurs années. On a des partenariats avec des organisations en France comme Langomai et d'autres, et on essaye de faire des écoles, des pairs pour changer entre les paysans eux-mêmes et pour transmettre l'expérience et faire un sort des pairs enseignements ou de faire des ateliers et on produit des petits livres, des productions vraiment très accessibles aux populations qui sont intéressés à ça, spécialement les paysans. Super, merci pour ces informations. Du coup, là, j'ai une autre question. Selon vous, qu'est-ce qui viendrait influencer l'agriculture à l'heure actuelle dans votre région? Là, je fais référence notamment à l'aspect politique, économique, social, aussi au climat, aux changements environnementaux. Qu'est-ce qui se ressent le plus finalement en Irak? La situation en Irak est liée principalement à la guerre
et à l'invasion américaine des pays en 2003. Et à ce moment-là, ils ont détruit le banque de Siemens local. Et depuis, le pays est basé sur des multinationales pour les grands producteurs de Siemens et aussi les producteurs des ingrédients chimiques et tout ce qui est avec pour un modèle d'agriculture monoculture et aussi très détaché avec les pratiques historiques des paysans irakiens qui étaient développées pendant des décennies. Et est-ce que à l'heure actuelle, finalement, vous avez pu vous reconstruire suite à cette invasion, ou est-ce que finalement les changements ils sont encore en cours? En fait, oui, elle dit que l'impact de l'invasion américaine, il est toujours là, pour deux raisons. La première raison, parce que les paysans, ils sont rentrés dans ce cercle vicieux d'utiliser des outils de production qui sont tous importés, et ils ont rentré dans une phase de dette et qui n'arrivent pas à sortir. Et le deuxième, que l'invasion américaine, il a construit une nouvelle mode de governance, de gestion des questions agricoles. Et il a changé le rôle des ministères d'agriculture, qui était avant un ministère qui finance et qui soutient les agriculteurs, vers un ministère qui donne juste, qui contrôle et qui donne des conseils. Et donc, il y a beaucoup de types de subventions qui étaient supprimées après après le nouvel mode de gouvernance qui a commencé post cette période. D'accord. Et du coup, ça, je me permets de rebondir. Au-delà de cet aspect invasion de l'Amérique et des changements politiques qu'il y a pu avoir en Irak, quels sont les autres freins auxquels vous pouvez être confrontés? Est-ce que le changement climatique, par exemple, est-ce que les conflits internes d'histoire ou ce genre de choses peuvent venir aussi contribuer à freiner finalement l'expansion de l'agroécologie en Irak? Il a dit qu'il y a plusieurs facteurs qui impactent l'agriculture en Irak. Par exemple, il a cité la crise des guerres internes, spécialement la guerre anti-terrorisme, qui ont impacté beaucoup des zones agricoles qui étaient utilisées en tant que zones de guerre. Donc, les paysans, ils ont été pas capables de cultiver ou collecter leur récolte. Également, la crise de l'eau, surtout le conflit autour de l'eau entre l'Irak et Turquie, et ça fait beaucoup de problèmes dans la région autour. Il a cité aussi les questions des pesticides et leur entrée des pesticides qui sont pas aux normes mondiales ou qui viennent d'un pays qui interdit ces genres de pesticides dans leur territoire, mais ils l'exportent quand même. Il a parlé aussi d'importation des productions qui ont produit localement, et il y a un sort des compétitions dites royales, et donc de produits qui viennent, qui sont moins chers que le produit local. Donc les gens achètent bien sûr les produits moins chers. Il a cité aussi l'impact des changements climatiques sur des zones spécifiques, et créer un sort de désertification des zones agricoles. Ensuite, il a parlé le problème des transformation des terres agricoles vers une terre de construction autour des grandes villes, avec cette prix urbain aux zones informelles qui étaient en train d'augmenter. Et finalement, il a parlé des questions
des soutiens des paysans qui diminuent pendant les dernières 2 siècles. Et ça impacte fortement la capacité des petits producteurs de produits dans une condition de vie acceptable. Du coup, j'ai deux questions qui me viennent naturellement en tête par rapport à ce qui vient d'être mis en avant. Quelles sont les causes finalement de cette réduction de soutien auprès des paysans et quelle est la place des pesticides en Irak? Est-ce que l'utilisation est conséquente? Est-ce qu'elle est limitée? Est-ce qu'elle est réglementée? Quelle est la place des pesticides spécifiquement dans le cadre des semences paysannes? D'abord, concernant le ministère de l'Agriculture, en fait, les transformations des ministères après l'invasion américaine, d'un ministère qui produit et qui suit les producteurs dans tous les États vers un ministère qui donne des restrictions et qui fait des recherches, a donné beaucoup d'espace au secteur privé. Mais ça, c'est pas marginal quand on regarde tous les secteurs publics dans le pays qui est diminué graduellement pendant ces 2 derniers siècles, et c'est le secteur privé qui prend l'espace. Et là, on trouve que l'État il perd son capacité de soutien et aider les petits paysans dans leur trajectoire, dans leur production et tout ça. Et concernant les pesticides et qu'est-ce qui se passe exactement, il y a d'abord les questions des frontières qui sont pas contrôlées par l'État. Et beaucoup des hommes d'affaires utilisent ça pour passer beaucoup des pesticides de manière illégale. Il y a aussi beaucoup des hommes d'affaires qui ont des relations avec des politiques et qui utilisent ça pour faire passer ou faciliter le contrôle, le processus de contrôle. Il y a beaucoup de corruption autour de ça aussi. Et la dernière chose, c'est qu'il y a une manière de donner un nom local aux produits internationaux qui sont interdits dans certaines zones sans expliquer aux paysans la dangerosité de ces genres de produits. Et donc, il y a beaucoup de corruption, des intérêts personnels et aussi des manières de manipuler les producteurs pour pouvoir vendre plus, parce que c'est un secteur il y a beaucoup d'argent là-dessus, donc il y a des gens vraiment qui profitent et profitent des fluidités des frontières et des relations avec le pouvoir. Merci, c'était hyper intéressant. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'acteur local pour influencer la souveraineté alimentaire? En tant qu'organisation qui travaille sur les questions de souveraineté alimentaire, on essaye de réorienter le débat public autour de ça et fait la différence entre souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire qui domine la sphère politique et qui prend pas en considération tout ce qui est droit des paysans, droit des travailleurs de terre, manière de produire, où on produit et tout ça. Aussi, dans notre activité, on focalise spécifiquement sur la souveraineté des semences. On a réussi de réintégrer une partie des semences locales, traditionnelles, qui ont été parties pendant l'invasion américaine
en Europe. On a travaillé avec des associations pour le faire une reproduction de ces semences. On a retourné un parti, on l'a distribué dans le jardin local à Bagdad. Comme ça, les gens reproduisent ces semences qui sont originairement été avant les années 2000. Et donc, c'est un moyen aussi de sauvegarder notre héritage génétique, si on peut dire ça. Aussi, on travaille construit des soutiens l'organisation, parce que c'est important d'organiser les paysans dans une collective, dans une sorte de solidarité et faire des campagnes pour diviser le concept de souveraineté alimentaire et souveraineté des semences. Merci. Est-ce que vous pouvez nous lister 5 actions qui vous donnent de l'espoir, 5 actions qui ont un impact positif et 5 actions qui ont un impact beaucoup plus négatif du coup sur la semence paysanne? Et on terminera sur ça. Donc pour les côtés positifs, il a cité trois choses centrales. Première, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour des semences et le retour des semences locales, c'est quelque chose qui donne l'espoir. Deuxième chose, c'est aussi l'activité autour des productions locales de semences, de produits, de compost dans le pays, entre les paysans. Il y a des collectifs autour de ça et ça aussi quelque chose qui donne l'espoir. Et le troisième chose, c'est les dynamiques actuelles autour des souverainetés alimentaires et l'intégration de beaucoup des acteurs et activistes au pays qui sont intéressés à cette question et qui veulent et qui essayent de se éduquer et cette création d'espaces d'éducation populaire autour des souverainetés alimentaires et souveraineté des semences qui donne l'espoir aussi pour continuer à militer. Pour le côté négatif, il a cité 2 exemples. Le premier, c'est le politique public qui ignore complètement cette dynamique-là et continue dans cette logique qui focalise sur le grand ferme, sur l'importation de tous les matériaux essentiels pour l'agriculture. Et la deuxième chose, c'est l'impact c'est la pollution des compagnies, des pétroles et des gaz américaines, chinois et d'autres, et leur impact sur les zones naturelles comme le zone de Ahwar, qui est une zone de biodiversité, qui est une zone très importante, pas justement pour les Irakiens, mais pour l'écosystème, et qui était en train de traduire à cause des pollutions des compagnies de pétrole. Okay. Merci beaucoup pour cet échange qui fut très instructif et pour votre temps surtout. Merci beaucoup. Et voilà, notre étape en Irak s'achève ici. Un grand merci à vous pour votre écoute. Et merci à Haider, Mélissa et Sakar, car grâce à elles et eux, vous en savez un peu plus sur la situation agricole et les semences paysannes en Irak. Dans le prochain épisode de cette série, nous partirons au Liban. Si vous voulez en savoir plus sur ces rencontres internationales des semences paysannes, organisées par le réseau Semences Paysannes, la Maison des semences paysannes Maralpine et l'association SOL, vous trouverez toutes les infos en description de l'épisode. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager pour faire connaître la richesse de la biodiversité cultivée du monde entier. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!